Moi, je dis qu'il faut surtout défendre les salauds, parce que c'est là que la mission de la défense est la plus prégnante et la plus aiguë. Comment je peux assumer que mon client n'aille pas en prison? Je n'ai pas à l'assumer, parce que ce n'est pas moi qui prends la décision, c'est le tribunal qui la prend. Je ne défends pas que des monstres, je défends quand même parfois des gens innocents, et à l'origine d'un dossier, je ne sais pas, parce que je ne suis pas juge, si les gens sont innocents ou s'ils sont coupables. Ensuite, défendre des gens à qui on reproche des crimes horribles, c'est peut-être la plus belle part du métier, la plus excitante, la plus difficile aussi évidemment. Il ne peut pas y avoir de bonne justice s'il ne peut pas y avoir de bonne défense. Et que contrairement à ce que les gens pensent, je ne crois pas qu'il y ait des monstres irrécupérables. Je crois que chacun a en soi une part de vérité, une part grise, et que cette part grise permet parfois de comprendre comment on bascule dans l'inacceptable, et que c'est à moi de venir le dire devant une cour de justice. L'empathie, elle va plus naturellement pour les victimes en fait. On a plus de capacité, et je le raconte dans d'autres histoires du livre et du podcast, on a plus de capacité à se projeter, à s'imaginer soi-même ou un de ses proches victime de quelque chose en entendant parler d'un fait divers, que de se mettre à la place de la personne qui l'a commis, évidemment. Est-ce qu'il faut avoir de l'empathie pour bien défendre son client? La réponse est non, surtout pas. Je pense qu'on est un très mauvais avocat si jamais on a trop d'empathie pour son client. J'ai pas demandé aux avocats de raconter l'affaire qui les avait marqués au sens du fait divers, mais bien à chaque fois le client. C'est comme ça qu'on a cherché un peu les questions que les gens se posent quand ils imaginent des avocats pénalistes en fait. Il y a tous les avocats pénalistes, beaucoup m'ont dit qu'ils s'étaient déjà retrouvés à un dîner, on leur avait dit mais comment tu fais pour défendre des monstres? C'est une question que pas mal de gens se posent. Moi je dis qu'il faut surtout défendre les salauds, parce que c'est là que la mission de la défense est la plus prégnante et la plus aiguë. Défendre des victimes, défendre des innocents, c'est magnifique, c'est tout à fait louable, mais ça va dans le sens de l'institution, c'est-à-dire que la justice est faite pour cela. Ce déséquilibre de la justice, il doit être rétabli par une défense forte, et cette défense forte, c'est évidemment quand on défend les pires salauds qu'elle s'exprime le plus pleinement. J'ai posé la question à plusieurs avocats, et le terme de monstre, il hérisse tout le monde. C'est-à-dire que c'est un raccourci auquel on a parfois recours dans la société, ou qui peut être une perception un peu de l'imaginaire collectif, mais qui, dès qu'on rentre dans les subtilités du droit et la mission de la défense, est complètement décalée en fait. Comment je peux assumer que mon client n'aille pas en prison? Je n'ai pas à l'assumer, parce que ce n'est pas moi qui prends la décision, c'est le tribunal qui la prend. Moi, j'essaye de donner au tribunal un certain nombre d'arguments pour que ce soit la meilleure décision possible qui soit rendue, dans l'intérêt d'une bonne justice. Je ne dors pas mal parce que des clients ont été remis en liberté, je dors plutôt très bien parce que j'ai le sentiment que si j'ai été écouté, c'est que j'avais raison. Et je comprends très bien qu'une victime ne puisse pas concevoir qu'un type qui lui ait fait du mal soit défendu et dont les arguments même puissent être entendus par un tribunal. Je trouve ça très sain et tout à fait normal qu'elle déteste son avocat autant qu'elle déteste son agresseur. On n'est pas là pour comprendre un crime, on est là pour comprendre un criminel. Et les plus belles audiences auxquelles j'ai assisté, ce sont des audiences où, à la fin, et parfois dans des histoires sordides de meurtre, vous avez la famille de la victime qui tombe dans les bras de l'accusé. Et bien la justice est capable de dresser des ponts parce que non, les monstres n'existent pas, et les passions humaines, la vie de façon globale, peut permettre d'expliquer comment on en arrive à commettre l'irréparable. Il y a cette idée parfois que les avocats se forgent une carapace par rapport à tout ce qu'ils voient passer, les dossiers qu'ils ont qui peuvent être très difficiles. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aurais tendance à dire que déjà ça dépend des avocats, et ensuite peut-être ça a tendance à évoluer un peu. Je pense que on est obligé de se forger cette carapace, ça n'est pas qu'un discours, parce que sinon on n'y survivrait pas. Donc la carapace, elle existe, on se la forge, je pense heureusement qu'on n'est pas des machines et que parfois elle se fend, que parfois elle se brise, ça fait plus ou moins de mal, on le montre plus ou moins, mais il me semble indispensable qu'on garde un certain recul par rapport au dossier. Je mentirais si je vous disais que je ne suis jamais touché par les récits des victimes au cours des procès. Il m'est même déjà arrivé de pleurer lorsque des victimes déposaient à la barre alors que je défendais leur agresseur. Voilà, je vous le dis, mais en fait je me cache ou je sors de la salle d'audience précipitamment pour pas que ça se voie. Donc je m'efforce de ne pas montrer que ça me touche, même si, comme vous le rappeliez, oui, il m'arrive parfois de vomir le matin avant d'aller à un procès parce que j'ai pas envie d'y aller.